Erev Tov, B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. Aujourd'hui, on va parler donc de Melechet Ochel Nefesh B'Yom Tov, puisqu'on s'approche à grands pas de Shavuot. Mais ce cours, il sera Ahmed. Ce cours, en fait, c'est pour tous les Yom Tov, que ce soit Sukkot, Pesach, Shavuot. Mais on dira quelques petites notions par rapport à Shavuot spécifiquement. Donc, les travaux liés aux besoins alimentaires durant Yom Tov, c'est ce qui s'appelle Melechet Ochel Nefesh. Donc déjà, en guise d'introduction, il y a 7 jours par an où on se retrouve dans un Yom Tov, dans une fête. Et ces 7 jours se transforment en 12 jours concernant la diaspora. Donc si on regarde Pesach, Sukkot, Shavuot, Pesach, Shavuot, Sukkot, on a un jour avant et après à Pesach, à Shavuot un seul jour, à Sukkot encore 2 jours avant et après, à Rosh Hashanah encore 2 jours. Donc ça fait 7 jours. Mais comme en diaspora on rajoute, donc ces 2 jours qui sont au début de la fête et à la fin de la fête se transforment en 4. Pareil avec Sukkot, donc ça fait déjà 8. À Shavuot, il y a encore 2, donc 9, 10. Et enfin 11, 12, Rosh Hashanah. Donc les 7 jours se transforment en 12 jours de Yamim Tovim en diaspora. C'est une chance qu'on a d'avoir encore des Yamim Tovim en plus. En tout cas, dans ces Yamim Tovim-là, il y a une restriction concernant donc les Melachot, ça Basiat Melacha, au même titre que Shabbat a priori. Et quelqu'un donc qui va s'abstenir donc de faire des Melachot pendant donc Yom Tov, c'est comme s'il a été Mekayem, il a fait une mitzvah assez de la Torah, c'est exceptionnel. Par contre, quelqu'un qui va faire des Melachot, lui il est en train donc de se... Il se met sous une... il s'attire sur lui le châtiment donc de Malkout. Ça c'est rapporté. Ubayam Reishon Mikra Kodesh, Ubayam Shevi Mikra Kodesh Yelachem, Kol Mechet Iloya Sebaem. Il ne faut pas donc travailler. Très bien. L'exception à la règle, eh bien, ça sera Melechet Ochel Nefesh. On sait qu'on donc pour tout ce qui est les besoins alimentaires pour préparer, eh bien que ça soit pour cuire, afia, bichou, toute la préparation. Comme ce qui s'est rapporté dans le pasuk, Achacher Yachel Lechol Nefesh ou Levadou Yarselachem. C'est un pasuk. Ça, on a le droit donc de le faire. De là, on apprend Masechet Betsa Chazalidis Daf Lamed Vav 36b dans Masechet Betsa. En Ben Yom Tov les Shabbat. Il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, si ce n'est Ochel Nefesh, la préparation des aliments. Les autres Melachot qui ne sont pas Ochel Nefesh, on n'a pas le droit de le faire. C'est quoi la définition de Ochel Nefesh? Quand je parle de Ochel Nefesh, on est en train de parler d'une Melacha qui est fait directement sur l'aliment. Begoufa ochel, par exemple le fait de faire la shrita, le fait donc de faire de afia, lisha, de pétrir, tout ça, ça sera moutar. Par contre, si c'est pas directement lié à la achila, comme par exemple écrire, tisser, construire, ça sera interdit à Yom Tov. Et on a une deuxième exception, une exception supplémentaire. Shrita c'est autorisé. Shrita c'est autorisé parce que c'est pour... Exactement. Et justement, on va parler après en 2026 comment ça se passe. Donc, une exception supplémentaire à Botaï, c'est quoi d'après vous? Avhara et Otsa. Le fait d'allumer un feu à partir d'un feu existant. Et Otsa, le fait de porter. Mais quel rapport avec Ochel Nefesh? Si tu me dis que la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Ochel Nefesh, comment ça se fait qu'on a le droit d'allumer à partir d'un feu existant? Comment ça se fait qu'on a le droit de porter? La réponse est que, puisque porter, on aurait le droit de porter un aliment d'un reshoot à un autre, d'un domaine à un autre, et aussi pour faire cuire un aliment, on va utiliser le feu, même si finalement on ne les utilise plus pour la nourriture, comme par exemple porter, on aurait le droit de porter les clés, on aurait le droit donc d'allumer les bougies de Yom Tov, parce que de base, comme on a permis, donc Rachamim, ils ont été permissifs, à condition qu'il y a un besoin minimal. Quelqu'un ne peut pas prendre des choses dans sa poche, il prend sa veste de rôle, hop, il met sa veste de rôle et il sort pour Yom Tov. Il dit de toute façon j'ai le droit de porter, je ne vais même pas faire attention à ce qu'il y a dedans. Non, un minimum, tu dois enlever, retirer ce que tu as un besoin minimal, la clé, les choses, mais pas des choses pour rien, on n'a pas le droit de porter. Hein? Le bouktsé de toute façon ça reste comme Shabbat. Donc le bouktsé de toute façon il va falloir l'enlever. Mais quelqu'un qui dit bon de toute façon j'ai plusieurs clés dans ma poche, je vais tous les laisser, je m'en fiche.
C'est pas boxer une clé. Tu dis non, ça t'as pas le droit. C'est que la clé que tu as besoin pour rentrer et sortir de chez toi. Bon, lorsque c'est dans un trousseau, alors de toute façon, on prend tout le trousseau, on ne va pas retirer les clés. Il y en a qui veulent donc aussi retirer les clés, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, une fois qu'on a fait cette introduction, on va poser quelques questions-réponses. Et c'est ça, avec ça, on va pouvoir donc comprendre plus de choses. C'est quoi les actions qui sont permises? Tu me dis qu'on a le droit de faire ce qui est lié à la nourriture. Est-ce qu'à partir du moment où je permets, je permets toute forme d'action depuis le début? Ou alors non, il faut que ça soit les choses qui soient juste avant la nourriture. Alors je m'explique. Quand on dit Ochel Nefesh, on s'est permis Ochel Nefesh, on a permis pendant Yom Tov, mais ce éther-là ne va commencer qu'à partir du processus de pétrir. Ça veut dire que tu vas pouvoir pétrir, cuire, même brira. Brira, ça veut dire donc de trier. Mais c'est pourquoi? Parce que l'habitude de faire ces choses-là, c'est que pour une petite quantité. Tandis que quoi? Que si tu veux commencer à passer à partir... Si tu dis, tu sais quoi? Puisque tu me permets de manger, tout ce qui est Ochel Nefesh, alors je vais aller moissonner, je vais aller vendanger, je vais aller presser. Mais c'est Ochel Nefesh. Je dis non. Ce qu'on a permis, pourquoi? Parce que ça, c'est fait en général dans un état d'esprit d'une grande quantité. Donc, puisque la régiloute, l'habitude, c'est de le faire pour une grande quantité, même si tu veux prendre une petite quantité, on ne te permettra pas. Borer, c'est autorisé? Borer, c'est autorisé, il y a une manière de le faire. Ah bon? Parce qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Et si tu es responsable d'une dizaine de familles, il te faut une quantité un peu particulière. Exact. Il Bien sûr. il faut une quantité particulière, une grosse quantité. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça pour les dizaines de familles? Un traiteur, est-ce que j'ai le droit de faire une très grande siouda pour Yom Tov? Chazak. Alors, ce qu'on permet, c'est Ribouille Béchorim. Il n'y a pas Ribouille Béchorim comme pour Shabbat. Ribouille Béchorim, ça veut dire de rajouter dans les choses. On peut faire une très grande casserole pour plusieurs personnes. Mais ces mélachot restent interdits. Les mélachot de commencer à moissonner depuis la moisson et de vendoger, de faire la shrita, ça reste interdit. Est-ce que c'est d'Oraita ou des Rabanan? Ça, c'est une marloquette. Comment tu peux autoriser la shrita de bête pour donner à manger à tout le monde? Quand la kavod. Et pas ça. C'est une belle question. La shrita d'une bête, à l'époque, comme ce que tu dis, il n'y avait pas les congélateurs, les frigidaires. Et bien la shrita, on devait manger la viande qui est fraîche. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire la shrita. De moissonner, on peut le faire avant. Ça n'a aucun impact par rapport à la nourriture. La nourriture, on va pouvoir la laisser de côté. Mais la shrita, si tu fais la shrita depuis la veille, le goût, on va en parler de suite. Le goût, ça ne sera pas le même goût, ça ne sera pas frais. Donc ça, on peut permettre donc la shrita. Donc, est-ce que c'est des Waïta des Rabbanan, ces mélachot là? C'est une marloquette. Et ça sera quoi le rechash, même ceux qui disent que c'est des Rabbanan? C'est parce qu'en fait, les personnes ils vont se dire, tu sais quoi, j'ai tout le temps à Yom Tov, je vais travailler jusqu'à la fête. Et après, pendant Yom Tov, il va se mettre à faire tout ça. Mais finalement, il va être nitrade, ça veut dire qu'il va se fatiguer pendant Yom Tov. Et il va pas donc s'adonner à la simcha qu'il doit faire pendant Yom Tov. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, à Botaï, ça va toucher un peu à ce que tu as dit, c'est préparer à l'avance. Est-ce qu'on a le devoir de préparer à l'avance ou pas? Ça veut dire que des choses qui ne vont pas tourner, des choses que de toute façon le ta'am, il ne va pas se désaltérer, je ne sais pas si on dit comme ça. Est-ce qu'on est obligé de le faire avant Yom Tov? Peut-être que toute la permission de préparer un aliment pendant Yom Tov, c'est quand finalement le goût, on va porter atteinte au goût. Ça va perdre son beau goût, sa qualité. Mais si c'est quelque chose que tu aurais pu faire avant Yom Tov, oui. Le Rama, il est posé comme ça. Shulchan Aruch, il te dit, tu sais quoi, tu peux tout faire ce que tu as envie. Chazon, on va dire Yosef. Demain, on est 3, et on reçoit 30 personnes à une Séouda. Comment je fais? Ma femme va être obligée de préparer. Encore une fois, tu parles de quantité. Moi, maintenant, je parle au style d'aliment. De qualité. Il y a un style d'aliment qui va perdre son goût. Par exemple, les tavérim. Ce qu'on veut préparer à l'avance, c'est ce qu'on est obligé de préparer au niveau. Voilà, mais le style d'aliment. Entre 3 personnes et 30 personnes, c'est différent. Salade cuite. Exactement. Ce que tu dis, en fait, c'est un côté confort technique. Pour ne pas passer sa journée. Mais est-ce que Khamim nous ont interdit? Non. La personne veut se lever à 5h du matin, 4h du matin, Yom Tov, et aller jusqu'à midi, il a tout à fait le droit. Maintenant, moi, je parle du style d'aliment. Quelle sorte d'aliment on pourrait pas. D'après Shulchan, on a le droit. Même si ça ne va pas perdre son goût. Le Rav Ovadia Yosef, il te dit, tu sais quoi, vaut mieux être mahmir comme le rabbin. C'est le Rav Ovadia Yosef comme ça qui dit cette chose-là. Et si quelqu'un a oublié de le faire,
il pourra le faire avec chinouille. Il pourra utiliser le chinouille pour pouvoir faire. C'est quoi un chinouille? Soit couper avec des grandes tranches, soit mettre sur un petit feu. Normalement, on cuit sur un grand feu, il va mettre sur un petit feu, ça s'appelle donc un chinouille. Les exemples de choses qu'il ne faut pas, donc, qu'on est obligé de préparer avant Yom Tov, il rapporte ici shmarim, gvinot, riba, il veut faire donc de la confiture, du fromage, tout ça, il faut le faire en amont, il faut le faire avant Yom Tov. Et ça, pourquoi? Parce que c'est l'habitude de le faire en grande quantité, encore une fois. Et on dirait que s'il va le faire pendant Yom Tov, c'est comme s'il est en train de préparer pour les jours d'après Yom Tov, pour les Tzorechol. Quelqu'un qui veut chauffer de l'eau pour pouvoir boire. D'accord? Je ne parle pas de quand on met de l'eau dans une casserole pour que ça déborde et ça éteint le feu. Ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'on met un œuf dedans, parce qu'on montre que c'est pour la cuisson. Mais quelqu'un qui veut cuire de l'eau, il a tout à fait le droit de cuire de l'eau parce qu'il veut boire son café. Il peut très bien le faire pendant Yom Tov, mais tu n'avais qu'à le faire avant Yom Tov. Eh bien, pour plusieurs raisons, il peut le faire pendant Yom Tov. De un, c'est un F7 Mammon de laisser sur la plata, de laisser le gaz allumé avec un petit feu pendant tout ce temps-là. Deuxièmement, ça va s'évaporer. Et si ça va s'évaporer, après il va plus rien rester, ça risque de cramer. Donc, pour plusieurs raisons, tu peux le faire pendant Yom Tov sans aucun problème. Et là, on arrive au cas moderne de nos jours. De nos jours, il y a les frigos, il y a les frigidaires, les congélateurs. Est-ce que aujourd'hui, on aurait le droit aussi de préparer les aliments pendant Yom Tov? Pourtant, avec ces technologies modernes, ça n'a aucun impact finalement dans le goût. A priori, on peut les laisser, on les prépare, on les laisse au frigidaire, au congélateur, on les sort le jour du Yom Tov. Donc il faut savoir quelque chose comme ça. Tout plat dont le goût il va un petit peu s'altérer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Déjà, c'est un klal, on peut le faire pendant Yom Tov. Et même si c'est juste le soir de Yom Tov, ça veut dire qu'il rentre à peine dans Yom Tov et il veut préparer pendant Yom Tov. Ah ça va, tu exagères, tu aurais pu le faire 1 heure avant de la Katnerot. Chachamim ne nous ont pas imposé cette chose-là. Ils n'ont pas fait une différence entre le jour et la nuit. Il peut le faire sans aucun problème. C'est la raison pour laquelle Moutar Gam Bismanenu, c'est Moutar même de nos jours de cuire comme ce qu'on a envie à partir du moment où même un tout petit peu ça va altérer le goût. Même si aujourd'hui on a des frigidaires et des congélateurs, etc. Mais pour deux raisons ici que j'ai notées, eh ben, on pourrait le faire, on pourrait donc cuisiner pendant Yom Tov, bien entendu à partir d'un feu existant. De un, c'est que finalement, quand je regarde la nourriture elle-même, sans congélateur frigidaire, à l'époque de Chachamim, la nourriture risque de s'abîmer. Donc indépendamment du congélateur frigidaire, je peux permettre. Mais d'après, il y a un deuxième avis qui te dit, tu sais quoi, même le congélateur, il y a un petit goût. Il y a un arrière-goût, c'est pas frais. D'après ce dernier avis qui te met en considération que le congélateur, ça reste pas vraiment frais quand tu le sors, et c'est pour ça qu'on a le droit de préparer pendant Yom Tov, eh ben, il y a certains aliments que les gens ne voient pas la différence. Tu lui mets, tu lui dis, est-ce que c'est quelque chose que je viens de faire ou ça sort du congélateur? Il n'arrive pas à te dire. Eh ben, d'après cet avis-là, il sera obligé de les préparer avant Yom Tov, ces aliments-là. Parce que lui, il s'est basé sur le fait que c'est le congélateur qui abîme. D'accord? Mais de toute façon, toujours est-il que Chachamim, quand ils ont permis donc jusqu'aujourd'hui. Et là, je vais aller même plus loin. Des fois, c'est que l'apparence. Vous avez préparé une salade d'œufs, une salade de mayonnaise, de trina. Vous savez, au bout d'un certain temps, ça devient un petit peu jaunâtre comme ça. Même si le goût reste le même, mais dans l'apparence, l'avocat, exactement, l'avocat, la pomme par exemple, quand on coupe une pomme, une salade de pommes. Ils veulent le meilleur pour la fête. Exactement. Le meilleur pour la fête. Ils veulent te donner le meilleur du tarnouk. Et bien ça, il peut le faire pendant Yom Tov. Et on te tolère beaucoup de choses pour le meilleur de la fête. Pour le Ronek Yom Tov, à condition qu'on respecte donc les règles qu'on a dit avant. Et maintenant, et ça c'est magnifique, c'est dans les Mefarshim, c'est exceptionnel. Est-ce que la nature de cette permission de cuisiner pendant Yom Tov, c'est Outra ou Trouya? J'explique, ça veut dire quoi Outra et ça veut dire Trouya. Ça veut dire que peut-être qu'au Chachamim, ils nous ont permis, c'est de manière, c'est permis, ça veut dire que c'est permis pour toujours, c'est autorisé complètement, ou alors c'est juste repoussé. Il y a un issour qu'on fait sauter pour pouvoir permettre telle ou telle chose. Soit tu considères que c'est permis, ça veut dire que ça n'a jamais été inclus de base, ça n'a jamais existé le issour. Soit tu dis non, le issour existe, mais c'est juste que c'est repoussé pour la fête. Vous savez que ça fait des nafkaminotes énormes. Ça fait des conséquences hydratiques et pratiques exceptionnelles. Sachez déjà, donc je vous réponds, dans Ilchot Shabbat, il y a une très très grande marloquette, Maram Birotenbourg, le Ravad,
dans plusieurs endroits pour le cholé, quand on lui permet de faire la shrita pendant Shabbat. Est-ce qu'il y a plusieurs endroits comme ça, j'ai vérifié tout à l'heure. Pendant Yom Tov, c'est outra. À partir du moment où c'est outra, ça veut dire que c'est quelque chose de considéré comme repoussé complètement, permis, pas repoussé, permis complètement. Il n'y a plus besoin de se torturer l'esprit, de faire le moins possible de melachot. À partir du moment où c'est permis, tu peux y aller. Il n'y aura aucun problème avec ça. C'est quoi la conséquence pratique? C'est exactement ce que je viens de vous dire, si on te permet de faire cette chose-là, tu n'as pas besoin de passer par des chemins, de faire bichinouille ou quoi que ce soit, c'est permis. Et donc on en arrive aux boissons chaudes. Les boissons chaudes, à partir du moment où on dit que c'est outra, tu viens de me dire que c'est outra. Si c'est outra, donc ça veut dire que c'est une permission sans limite. Si c'est une permission sans limite, encore une fois, tu n'as pas besoin de te torturer l'esprit, j'utilise encore ces mots-là, pour faire attention à ce que le verre il soit complètement sec quand tu vas verser de l'eau chaude dedans. Sachez que pendant Shabbat, votre verre ne doit pas être humide, parce qu'au moment où vous versez, même quand je fais Keli Rishon, Keli Sheni, au moment où tu verses de l'eau chaude, ça va cuire les gouttes qui restent, l'eau qui reste. J'ouvre une parenthèse. Alors, Ovadia Yosef, il dit, il n'y a pas besoin de faire comme les Ashkenazim, Chazonish, d'essuyer complètement le verre. C'est pas grave s'il y a quelques gouttelettes, tu le secoues comme ça. S'il y a quelques gouttelettes pendant Shabbat, il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas bichoul, on ne considère pas ça comme bichoul. Mais maintenant, à Yom Tov, même s'il reste de l'eau, même si tu veux rajouter du lait dedans, il n'y a pas de problème de Keli Rishon, il n'y a pas de problème de bichoul, tu n'as pas besoin de rentrer dans n'importe quelle khumrot, puisque c'est outra, on vient de dire le principe que c'est outra c'est permis. On peut même mettre de l'eau dans le concombre. Et voilà, ça c'est j'ai prévu. Attention, c'est pas sûr. Attention, c'est pas sûr, c'est pour ça que j'aimerais parler de ça. Donc juste je finis avec ça. Alors sur la plata. Tu prends ta tasse, tu n'as pas besoin donc de l'essuyer ou de la secouer comme ça. Pareil, tu veux faire de la daïssa. La daïssa, c'est pour les enfants qu'on met dans le biberon. C'est pas évident. Comment on appelle la daïssa? Le blé qui est moulu et qu'on met la fleuraline. Ça, donc ça, il n'y aura aucun problème de le faire. Et là, on arrive à ce que vous venez de dire. Ajouter de l'eau. Et cette question, elle s'est posée ici à Sha'ar Hamim. Il y avait le koum d'eau. Et puis, quelqu'un m'a posé la question. J'ai le droit de rajouter, c'est pendant Yom Tov. Eh bien, attention. Parce que rajouter pour ajouter, il y aurait peut-être un problème, parce que c'est la quantité nécessaire que tu as besoin pendant Yom Tov. On avait dit que s'il n'y a aucun tzorer à ça, tu ne peux pas préparer du Yom Tov pour Rol. Donc si tu remplis tout le bro, le koum, pas complètement. C'est pas possible. Donc comment on fait? L'astuce est la suivante. Déjà la règle, c'est qu'on a le droit de remplir pendant Yom Tov. Déjà il n'y a pas de problème de bichoul. Maintenant c'est quoi l'astuce? Qu'est-ce qu'il faut faire? La nuance technique, c'est qu'on va prendre un grand bro et en une fois tu peux remplir. Mais si tu prends en plusieurs fois, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu sais que tu dois prendre, on est je sais pas combien, on est 5 à table, chacun va prendre à raison de 2 thés, 2 cafés. Là, tu vas prendre 10 verres et tu vas mettre comme ça. Mais tu ne peux pas infini. Vous êtes que 2 et tu mets 10 verres, ça ne tient pas le droit. Mais par contre, tu as le droit, même si vous êtes que 2, de prendre un grand récipient et le faire d'un trait, d'un coup. Ça serait moutard, c'est ce qui est rapporté ici dans la ha, ça s'appelle en une seule action. Et là, vous allez avoir une exception pour la sécurité de l'appareil. L'exception, et ça peut on peut retrouver ce cas-là, c'est que si maintenant je ne mets pas de l'eau, même plus que ce qu'il faut, on n'est que 2, il y a un problème, c'est que ça va, déjà je n'arriverai pas à me servir, et aussi ça va abîmer. Avec la vapeur, ça part, et ça va abîmer, ça va éteindre en plein milieu. Ça, tu aurais le droit de le faire sans aucun problème, même en mettant en plusieurs fois. Mais on se rappelle, s'il n'y a pas ce problème-là, il faut le faire en une seule action. Les gens ne savent pas ça. Et enfin, dernière halakha, parce que je voulais le faire en 2 fois au lieu de faire beaucoup aujourd'hui. Non, sans chinouille. Non, quelle heure? Je ne vais pas le faire avant la fin de la fête. Ah oui, bien entendu, c'est quelque chose qui est que tu vas pouvoir prendre ton café ou ton thé. Si tu es trop proche de la fête, c'est comme par exemple la vaisselle. Faire la vaisselle pendant Shabbat, c'est parce que tu veux que ça soit propre. Ça, tu peux faire la vaisselle, si tu veux que ça soit propre. Mais si tu vois que c'est vers la fin de Shabbat, la personne fait la vaisselle juste avant Shabbat pour gagner du temps parce qu'il veut aller à Ikea à la fin de la sortie de Shabbat, ça, c'est pas possible. Si Dernière chose. On voit juste avant la fin de la fête qu'il reste un tout petit peu d'eau et qu'en fait, si ça s'évapore, ça va abîmer la machine. Ça aussi, on peut. On pourra mettre Là aussi, il y aura un tzorer. Il y aura un tzorer parce que ça peut abîmer la machine. Du moment qu'il y a une raison,
on peut le faire. Pour pas Mais que si ça abîme. c'est pour Achana l'Echol, c'est Oui. pas possible. Là, c'est parce que tu avais abîmé ta machine. Ça va. Tous ces minutes qui vont passer en plus, ces Uniquement pour heures cette qui raison. restent, qui restent avant la fin de la fête, ça peut abîmer la machine. Et enfin, dernière chose, c'est savoir le moment approprié pour allumer les nérotes de Yom Tov. Et là, quand je parle de Yom Tov, je parle même pas du deuxième Yom Tov. Je parle même du premier Yom Tov lorsqu'on va rentrer jeudi soir de Yom Tov à Shavuot. À quelle heure il faut allumer les nérotes? Vous savez que comme c'est Yom Tov, on peut prendre à partir d'un feu existant. Il y a beaucoup de femmes ashkénazes, on va expliquer pourquoi, ils vont allumer les nérotes quand il fait nuit. Ils vont pas l'allumer avant. Et on va expliquer pourquoi. Nous, les Sfaradim, on a l'habitude de faire comme ça. On allume au même comme Shabbat. Parce qu'il faut faire, parce que c'est dans le même principe. De la même manière qu'au Chen Nefesh, ce que tu aurais pu faire avant, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Et bien, ce que tu pouvais faire avant, tu aurais dû allumer les bougies avant. Tu ne peux pas l'allumer pendant Yom Tov. Donc, les Sfaradim, on allume Ça, c'est pour les le premier bougies soir. de Yom Tov, le premier soir, jeudi soir, avant, comme Shabbat, avant Ben Hashmashot. Précisé jeudi soir, hein. Si on n'a pas pu, bien entendu, on peut le faire à partir d'un feu existant. Mais de un, ce que je viens de dire, c'est de sortir au Chel Nefesh, c'est que pour ça qu'on a permis. Et donc là, tu aurais pu le faire avant. De deux, c'est pas beau que le mari il arrive à la maison et c'est l'obscurité, les bougies ne sont pas allumées. C'est pas beau, il faut que ça soit allumé avant. Par contre, Benot Ashkenaz, ils ont l'habitude d'allumer Dafka après. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que comme ils récitent le Shechianu au moment de l'allumage des bougies, pas comme une femme sfarade, elle ne récite pas Shechianu au moment des bougies. Il y a beaucoup qui se trompent parce que comme ça a été enseigné. Mais le Shechianu, ils sont acquittés par leur mari qui fait au moment du Kiddush. Ça, c'est les Sfaradiotes. Mais Ils les- font Ils font pas Shechianu les femmes quand ils allument. Par contre, les femmes ashkénazes, ils font Shechianu aux allumes. Pour pouvoir faire Shechianu au moment où tu allumes, il faut que ça soit nuit. Surtout que, encore plus pour Shavuot, que les 49 jours, il faut qu'ils soient, ça s'appelle Mimot. Mimot, il faut que ça soit en entier. Donc ils attendent justement de rentrer dans le jour où c'est complètement nuit pour pouvoir faire, pour gagner donc ce Shechianu. Et là, j'arrive à Yom Tov Sheni Shel Galouyot, ça nous concerne. Yom Tov Sheni Shel Galouyot, pas cette année, après je parle tout de suite de cette année, Cette année, c'est quand ça Shabbat, tombe ouais. au milieu de semaine. Ah oui. Lundi suivi de mardi. Donc lundi soir, tu rentres dans le deuxième jour. À quelle heure il faut allumer les nérotes? Donc on connaît le principe En Yom Tov Mechini Yom Tov Ravero. Donc on doit allumer à la nuit. Mais sachez qu'il y a un Ben Ishraï qui dit, et ça vous allez être étonné, qu'à partir du plag on peut allumer. Surtout quand des fois les enfants ils attendent et en France on peut allumer à partir du plag. On peut prier tôt et c'est ce qu'on avait utilisé avec le Rav Eitan dans les horaires. On avait fait exprès de mettre plus tôt. Et ceux qui veulent, après on laisse le choix, ceux qui veulent allumer à la nuit, ceux qui veulent allumer plus tôt. Mais attention, il faut faire attention à cette chose-là. C'est que s'il y a la lumière de l'électricité, c'est-à-dire que Si la maison est éclairée. si la maison est éclairée, alors à ce moment-là, quand tu vas allumer tes nérotes, mais tu vois pas que tu as allumé pour Yom Tov, parce que tu vas allumer avant la nuit. Si de toute façon, tu es déjà dans la nuit, bon, c'est pas grave, il y a électricité, on voit que c'est le moment même où il faut allumer. Mais si tu veux allumer avant, il faut que la lumière elle soit éteinte à ce moment-là. Comme ça, c'est reconnaissable, parce qu'il y a l'Ashkia, ça s'approche de la fin, donc il y a moins de... C'est reconnaissable que c'est pour le Yom Tov qui va arriver. J'ai un copain en Israël qui réglait sa minuterie exprès que ça Ah oui. s'éteigne à un moment donné, pendant une demi-heure, et sa femme l'allumait au moment où ça s'éteignait, parce qu'il voulait donc allumer au plag. Donc ça c'est quelqu'un qui va allumer comme le Ben Ishraï, c'est une bonne source. Rien à voir quand les femmes se cachent les yeux et après elles Non, regardent ça la c'est encore lumière. autre chose. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est parce Ça, qu'il veut- on aurait pu. Parce que sinon c'est comme une mélacha, sinon il profite de la... Voilà. Mais d'ailleurs, Razak, heureusement que tu as parlé de ça, il faut savoir qu'il y a une différence, même d'après ceux qui disent qu'on fait la bracha et après on allume, parce que les Juifs d'Afrique du Nord, on allume et après on fait la bracha. Alors Ovadia Yosef, il a beaucoup insisté sur ça qu'il faut faire d'abord la bracha et après allumer. Mais à Yom Tov, tout le monde fera d'abord la bracha et après ils allument. Parce qu'il n'y a pas ce problème-là, entre guillemets, d'avoir fait une melacha. Parce que tu peux prendre à partir d'un feu existant, parce que de toute façon, on allume à partir d'un feu existant. Mais j'ai quand même vu dans le Rav Hillel, dans le Louar de Rav Hillel, qu'il y en a qui disent Shabbat comme Yom Tov, d'abord ils allument, après ils font la bracha. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Cette année, c'est vendredi et Shabbat. Et comme c'est vendredi et Shabbat, il ne faut surtout pas allumer à la nuit. Bien sûr. C'est impossible d'allumer vendredi soir à la nuit. Pourquoi? Parce que, mais attends, mais En Yom Tov, Mechel Yom Tov Chavero. Parce que tu rentres au Shabbat. Donc c'est la raison pour laquelle on allume avant Beochim Tio. Hazak Baruch.